RTCI nous réunit. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, c'est tous les lundis et mercredis avec Anis Molay. Bonjour Anis. Bonjour Walid, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Alors aujourd'hui Anis, on reçoit Monsieur Chihab Boudan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Alors Anis, des réformes, un ministère stratégique, sensible et une énorme, beaucoup d'interrogations à l'ordre du jour ce matin, n'est-ce pas? Oui, on va essayer d'aborder donc plusieurs sujets qui sont à la charge de ce département, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec Monsieur le ministre. Et puis on commence directement dans le vif du sujet avec le sujet d'actualité, les enseignants contractuels, Monsieur le ministre. Un problème récurrent, un problème énorme. Première question, est-ce que les enseignants contractuels seront admis dans la fonction publique sans passer par le concours? Franchement, ce n'est pas possible parce que ça va faire une distorsion au système. Vous savez, pour entrer comme enseignant dans le système de l'enseignement supérieur, il faut passer par les concours après avoir terminé son doctorat. Donc on ne peut pas imaginer que des personnes qui n'ont pas terminé leur doctorat puissent entrer dans le statut d'enseignant sans passer par les concours. Donc le ministère, depuis quelques années, a ouvert la possibilité d'entrer à ces jeunes enseignants par deux mesures. La première étant ouvrir des postes d'assistants, c'est-à-dire ce sont des postes qui permettent à des gens qui n'ont pas terminé leur doctorat de postuler par la voie du concours. Et donc le nombre de postes qui a été ouvert depuis la Révolution jusqu'à maintenant est vraiment très important par rapport... Est-ce que vous avez des chiffres, Monsieur le ministre? On est passé pratiquement du simple au double en termes de nombre de postes d'assistants ouverts depuis la Révolution. Et donc, c'était pour donner plus de chance à ces jeunes-là de régulariser leur situation. Certains ont saisi l'opportunité et l'occasion et ont pu passer ces concours et réussir. D'autres n'ont pas pu le faire. Et donc, pour cela, un seul conseil, c'est terminer vos doctorats et passer le concours de maître assistant et rentrer au système d'enseignement supérieur par la grande porte. Alors, certains enseignants contractuels dans les structures qu'ils ont érigées pour faire valoir leurs droits, entre guillemets, donc par rapport à cette situation-là, ils estiment qu'ils sont dans la précarité par rapport à la contractualisation, et la contractualisation est une situation donc qui est à mi-chemin entre la titularisation et puis le fait donc de réaliser ces travaux de recherche, et qu'en définitive, après 4 ans, après 5 ans, après 6 ans, après 7 ans, ils se retrouvent donc en marge de la société, en marge parce que vous avez donc coupé les vannes par rapport donc à ce statut. Et on rappelle avec des familles à charge la plupart du temps. Oui, alors là je crois qu'il y a un problème de communication et de misunderstanding entre le ministère et ces personnes-là. D'abord, ces postes-là existent un peu partout dans le monde. C'est-à-dire en France, ça s'appelle ATER, dans d'autres pays, ça s'appelle différemment. Ce sont des postes de contrat. Le contrat est clair dès le départ. C'est un contrat d'1 année ou 2 années au maximum pour des gens qui sont en 2e année de thèse, pour leur donner l'occasion de terminer leur thèse dans des conditions favorables, tout en étant près de leur labo de recherche et près de leur institution universitaire. Donc en fait, ce contrat n'est pas un contrat destiné à rendre service à l'université, beaucoup plus qu'il ne l'est pour rendre service à l'étudiant qui est en train de terminer sa thèse. Accompagner la pédagogie, ensuite retrouver des ressources pour éventuellement terminer la thèse. D'abord, trouver des ressources pour terminer la thèse, lui donner une expérience pédagogique pour lui donner plus de chances à réussir au concours de maître assistant plus tard. C'est l'objectif. Donc, c'est un contrat qui, dès le départ, a été conçu pour être pour 1 année ou 2. Évidemment, certains n'ont pas terminé leur thèse et on continue un 3e, ensuite un 4e. Et puis, bon, sur la période avant Révolution, il y a eu des situation où le contrat a été renouvelé plusieurs fois, et je crois que c'était une erreur de renouveler même après la Révolution, monsieur le parce que et même après la Révolution, après la Révolution, il y a eu des pressions, et effectivement, on commence à évoquer les problèmes sociaux. Or, ce contrat n'est pas donné pour résoudre un problème social,
il est donné pour aider ces étudiants à terminer leur thèse dans de bonnes conditions. Évidemment, on donne ce contrat pour une période déterminée dans le temps, mais on ne peut pas aller au-delà. Et effectivement, leur donner encore davantage ce contrat, c'est ne pas leur rendre service, parce que maintenant, il faut qu'ils se consacrent à plein temps pour leur thèse. Oui, dans un autre contexte aussi, par rapport à cette situation, ces enseignants contractuels estiment également que le nombre de recrutés dans la fonction publique, c'est-à-dire dans le statut de l'enseignant de chercheur, pour devenir permanent, je veux dire, n'est pas assez important pour pouvoir absorber tout ce contingent-là, toute cette masse-là, et que finalement la contractualisation est une politique de la fuite en avant du ministère. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Pas du tout. Le nombre de postes ouverts entre assistants et maîtres assistants dépasse les 700 par an. L'année dernière, ça a dépassé les 700. Pour un output de combien? Un output, c'est-à-dire un nombre de docteurs. Voilà. Le nombre de docteurs ne doit pas dépasser les 500 à 600 par an. Donc, ça, c'est les chiffres du ministère. C'est les chiffres du ministère. D'accord. Oui. Voilà, donc les chances sont là. Les chances sont là. Maintenant, il faut être parmi les bons et avoir sa place. Et justement, par rapport à ce sujet de communication, il faut dire aussi que au niveau de la fonction publique, il faut raisonner en termes de mérite. Parce que si vous avez 100 postes qui sont ouverts et que vous avez 1000 qui se présentent, si vous êtes 1002 ou 1003 ou 1004, donc 1002e, 1003e ou 1004e, donc 100e, 101e, 102e, 103e. Là, vous n'êtes pas parmi les médiocres, mais vous n'allez pas aussi être recruté. Il y a aussi cette question du mérite. Voilà, un autre sujet, monsieur le ministre, je voudrais aborder avec vous la réforme de l'université. Une réforme qui a été amorcée, l'un des sujets les plus importants après la Révolution. Une réforme qui a été amorcée, des conseils de l'université se sont réunis avec votre prédécesseur. Depuis, avec Sitofiq Jlassi, depuis, on n'a rien entendu parler de la réforme de l'université. Pourquoi est-ce que ça cale? Non, ça ne cale pas. En fait, c'est un processus long et qui va s'étaler sur 10 ans. C'est une réforme qui a été planifiée pour 2015-2025. C'est une réforme qui touche à tous les aspects de la vie universitaire, c'est-à-dire gouvernance, c'est-à-dire management de la vie universitaire, c'est-à-dire programme, cursus de formation, c'est-à-dire recherche scientifique, c'est-à-dire vie estudiantine, etc. Et le volet qui va être pris par le ministère, c'est le volet justement institutionnel, c'est-à-dire renouvellement des textes, développement de nouveaux textes, développement de nouvelles structures, de nouvelles procédures pour améliorer la gouvernance, etc. Le volet changement de programme ou autre, il est entre les mains des institutions et elles sont en train de le faire. Toutes les années, les institutions présentent de nouvelles licences, de nouveaux programmes de licence ou de nouveaux programmes de master aux commissions sectorielles qui valident ces programmes et c'est un processus continu qui est entre les mains des institutions. Le ministère n'intervient pas là-dessus. Là où le ministère intervient, c'est justement sur les structures. Alors évidemment, le programme a été lancé depuis la Révolution. Il y a eu une commission nationale qui a été créée selon une convention qui a été établie avec les syndicats. La commission est tripartite. Donc il y a des représentants des universités, des représentants du ministère et des représentants syndicaux qui ont travaillé pendant 3 bonnes années, selon un processus consultatif qui a touché pratiquement toutes les structures de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire d'abord conseil scientifique des institutions, conseil des universités, on a impliqué les structures syndicales, on a impliqué les structures estudiantines, il y a eu des milestones de synthèse, et donc il y a eu une réunion en juillet 2014 qui a synthétisé en quelque sorte tout ce travail, suite à quoi il y a eu un plan d'action stratégique et un document de synthèse. Le document de synthèse a été préparé pratiquement l'année dernière. Et on a constaté qu'il manquait une petite composante. La composante, c'est l'implication de la société civile. Donc nous avons entamé un débat sociétal autour de Lorsque vous dites société civile, c'est qui? C'est les associations scientifiques, les associations qui touchent à la jeunesse, les associations qui touchent à l'enseignement, à l'éducation en général. Les syndicats aussi? Et les syndicats, les syndicats ont été impliqués dès le départ, puisqu'ils font partie intégrante de la commission elle-même. Tous les syndicats? Les syndicats de l'enseignement supérieur, bien sûr.
Et donc, il y a eu ce débat sociétal. Donc, des groupes de cette Commission nationale de la réforme se sont déplacés dans les gouvernorats. Ils ont contacté ces associations de la société civile, tous les représentants qu'il faut. Et donc, il y a eu des recommandations et des propositions très intéressantes qui ont été remontées. Il nous reste encore à faire les structures telles que UTICA, telles que Conseil de l'ordre des médecins, Conseil de l'ordre des architectes, etc. Donc là, ça nous reste à faire. Et puis les groupements professionnels, on va voilà, les groupements professionnels. Et ensuite, on boucle le document. On fera un document de synthèse pour la réforme qui va être la ligne directrice de cette réforme. Ceci dit, nous ne faisons pas du surplace parce que nous sommes en phase de préparer le plan. Et le plan a été inspiré. D'accord. Les actions du plan sont totalement inspirées du plan d'action stratégique de la réforme. D'accord. Et nous ne faisons pas non plus du surplace parce qu'il y a des amendements de texte, il y a du travail qui est en train d'être fait, justement, dans l'objectif d'aller dans ce que la réforme prévoit. D'accord. Nous avons organisé l'année dernière, par exemple, une grande commission de réflexion sur les études d'ingénieurs. C'est quelque chose qui fait partie de l'action de la réforme. Il y a eu un document ad hoc qui a été préparé et nous sommes aussi dans une phase de mise en application de ce document. Vous parlez de la réforme est aussi institutionnelle. À quand éventuellement le changement de statut des établissements universitaires, des établissement public administratif ou EP, vous savez, la dénomination change tout le temps avec les textes de loi, pour devenir éventuellement des EPNA, des établissements publics non administratifs. C'est une question à laquelle donc s'attellent ou se posent beaucoup d'universitaires en Tunisie. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de débats autour de ce problème. Effectivement, c'est une volonté de tous les universitaires d'évoluer du statut d'établissement public à caractère administratif vers une situation un peu plus confortable en termes de management des institutions universitaires. La vérité, nous avons un statut qui s'appelle établissement public à caractère scientifique et technique. Ce statut existe depuis quelques années. Il a été accordé au centre de recherche et nous avons l'intention de l'accorder aux universités et aux institutions universitaires qui le désirent. D'ailleurs, c'était une décision du dernier conseil scientifique, conseil des universités, qui a eu lieu il y a moins que 15 jours. Alors, maintenant, il y a un débat autour de cela parce que ce statut EPST semble ne pas satisfaire beaucoup d'entre nous, universitaires, et nous voulons aller vers quelque chose de plus évolué. Oui. Je suis de leur avis. Il faut qu'on aille vers quelque chose de plus évolué. C'est-à-dire quelque chose de plus évolué. C'est-à-dire quelque chose qui donne plus de liberté. D'accord. Liberté financière, liberté managériale. Le statut EPST donne beaucoup de liberté financière. Mais, par exemple, il ne permet pas la liberté de recrutement. Il ne permet pas d'autres libertés. Et donc, du coup, certains universitaires souhaitent aller vers un statut beaucoup plus évolué. Je pense que c'est légitime. Simplement, je considère qu'à l'étape actuelle, il vaut mieux qu'on aille tout simplement vers le PST. D'abord, parce qu'il va falloir opérer des changements profonds au niveau des institutions. Et le PST est une phase d'apprentissage. D'accord. On pourra évoluer par la suite vers un statut plus évolué dans 2 ou 3 ans. Donc c'est une évolution graduelle finalement. C'est une évolution graduelle, d'autant plus que nous n'avons pas d'autres textes aujourd'hui pour changer directement vers EPNA ou autre. Et du coup, le temps de changer les textes, je crois qu'on gagnerait beaucoup à changer vers le statut de PST, à prendre au moins l'autonomie de gestion financière, et par la suite, on ira vers une autonomie beaucoup plus importante. Vous, Monsieur le Ministre, vous êtes convaincu de cette évolution-là, mais la question qui se pose aussi, elle est d'ordre politique, elle est d'ordre aussi budgétaire. Est-ce que, au niveau de la présidence du gouvernement, ils sont conscients de la volonté d'évoluer dans le statut de l'université ? Je crois qu'il y a un genre de consensus autour du point évolution de l'université vers une autonomie de gestion. Là, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus parce que la situation actuelle de l'université avec un statut d'établissement public à caractère administratif n'est plus tenable pour longtemps. L'université a d'autres missions. Elle a des missions d'ouverture sur l'environnement, elle a des missions de recherche-développement, elle a des missions qu'elle doit assurer en termes de formation continue et actuellement
elle se trouve les mains liées avec les statuts qui la gèrent, et donc elle ne peut évoluer et assurer ses missions qui sont les missions de l'université d'aujourd'hui que par le biais d'un assouplissement des procédures administratives et financières. On a parlé du cadre institutionnel, on va essayer de parler du cadre, je dirais, stratégique d'enseignement dans l'université. Aujourd'hui, notre université est une usine à chômeurs. Excusez la virulence donc de la métaphore, mais c'est une réalité. Et ce ne sont pas les 210 000 diplômés du supérieur qui vont me contredire. Donc beaucoup d'observateurs pointent du doigt le système LMD et ses effets désastreux sur la qualité de l'output. Quel est votre projet pour en découdre avec ce système? Est-ce que vous allez continuer à le ménager? Est-ce qu'on va le changer? Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce système LMD? Je crois franchement que ce n'est pas la faute du LMD. Le LMD n'est qu'un contenant. Le LMD, c'est un système qui est reconnu au niveau de tous nos partenaires économiques et partenaires stratégiques. Il n'a pas fait ses preuves dans tous les pays. Le LMD, c'est une façon de dire. Simplement, le LMD, on met là-dedans tout ce qu'on veut. Le LMD n'est qu'un cadre pour la reconnaissance mutuelle des diplômes. C'est-à-dire, il faut que les diplômes soient lisibles partout. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est ce qu'on met dedans qui compte, en fait. Nous, je crois qu'on a été dans la précipitation pour mettre en place le LMD. Du coup, on a mis les programmes de l'ancienne licence, de l'ancienne maîtrise, qui étaient de 4 années, dans un contenant de 3 ans. Donc, bourrage. Une condensation. Deuxième volet du LMD, je crois qu'il y a un volet important, c'est que dans le temps, par exemple, lorsqu'on faisait une maîtrise de maths, on ne fait que des études de maths. Le LMD aujourd'hui, il prévoit de faire ou d'enseigner aux étudiants des compétences de communication, des compétences sur des outils informatiques ou autres, etc., pour le mieux préparer à la vie professionnelle. Alors, toutes ces compétences ont été introduites, mais je crois que ça n'a pas été considéré comme étant quelque chose de très important jusque-là. Aussi bien par les étudiants eux-mêmes que par les structures de formation qui considèrent que viendrait faire un cours de langue dans une maîtrise de français de mentalité, ou un cours d'informatique pour quelqu'un qui prend une maîtrise de langue, etc. Et donc là, c'est quelque chose à changer. Je crois qu'il est très important d'introduire ces compétences transversales, parce que c'est à travers ces compétences qu'on arrive à être mieux apprécié par le marché de l'emploi. Et d'ailleurs, nos discussions avec les employeurs nous montrent clairement que le déficit de notre système, c'est les compétences transversales que nos étudiants ne maîtrisent pas convenablement. Et donc, vous estimez qu'on va continuer dans ce système LMD avec éventuellement des changements qui se feront sur la base de l'apprentissage des matières transversales, c'est bien ça? Tout à fait. D'ailleurs, nous sommes en train, depuis quelque temps, de former les formateurs dans les compétences transversales. Donc, nous formons les enseignants d'anglais, nous sommes en train de certifier les enseignants d'anglais, de former des formateurs pour les enseignants de langue. Nous sommes en train de faire le même processus pour l'enseignement du français et les techniques de communication. Nous avons introduit quelques certifications en informatique et nous sommes en train d'introduire d'autres. Donc tout cela pour améliorer la performance du système en termes de compétences transversales. Il y a bien sûr un effort à faire en termes de communication avec les étudiants pour leur expliquer que c'est très important, qu'ils doivent adhérer à ces cours et les prendre réellement au sérieux, parce que l'étudiant se rend compte de l'importance de ces cours uniquement après avoir obtenu son diplôme et qu'il se rend compte qu'il ne sait même pas écrire son CV. Et c'est là où il y a un problème. Or, il a 3 années de licence pour se préparer à cela. Donc là-dessus, on est en train de préparer quelque chose. Par ailleurs, nous avons commencé à mettre en place des centres de carrière. Alors, les centres de carrière ne sont qu'à leur début, mais en régime de croisière, quel va être le rôle du centre de carrière? C'est de prendre l'étudiant dès le premier jour, d'évaluer son niveau en termes de langue, en termes de technique de communication, en termes de maîtrise de l'outil informatique, etc., et de lui proposer des menus. Des menus d'apprentissage, mais aussi des menus d'orienter l'étudiant aussi pour lui dire tu prends tel module au choix et pas tel autre, tu vas faire tel stage. C'est du coaching donc finalement. Voilà, c'est un coaching de l'étudiant pour
l'amener à choisir quelque chose qui va avec ses affinités et qui peut le mener vers un niveau qui soit acceptable par le marché. Et ces centres de carrière-là vont être donc mis dans les universités, les structures, donc les établissements. Où est-ce qu'on va retrouver ces... Alors, nous avons commencé par les universités, mais les universités ont commencé aussi à essaimer dans certaines institutions universitaires. Mais les universités commencent à bouger, à faire dynamiser ces centres, et nous avons commencé à mettre des centres dans les ISET. Aujourd'hui, nous avons je crois, 23 centres actifs, et il y a d'autres centres qui sont en cours de construction. Et c'est qui prend en charge ces étudiants-là? Ce sont des enseignants? Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs ou Ce sont essentiellement des enseignants. Qui le font de façon bénévole? Ils vont le faire dans le cadre de leur charge, bien sûr. Ce sont les responsables des services stages, des services ouverture sur l'environnement des universités. D'accord. De temps en temps aussi, ce sont des coachs qui viennent de l'extérieur ou des formateurs de formateurs qui viennent de l'extérieur, etc. D'accord. Donc, oui. Vous venez de sceller aussi un partenariat avec la BTS, la Banque tunisienne de solidarité. Dans quelle perspective vous l'avez fait? Alors, évidemment, la BTS, vous savez, c'est une banque qui offre des possibilités de crédit et de financement de projets pour les jeunes qui veulent s'installer pour leur propre compte. Donc, nous avons signé une convention. Je crois que, d'ailleurs, on a toujours eu des conventions avec la BTS. On n'a fait que actualiser cette convention et la renforcer. Et ça vient tout à fait dans la démarche qui a été prise récemment d'ailleurs par le gouvernement en termes de financement des projets pour les titulaires de diplôme du supérieur qui vont pouvoir bénéficier de crédits sans apport propre, sans apport personnel. Et donc là, nous espérons que les étudiants seront plus encouragés à monter leur propre entreprise et démarrer réellement dans la vie active avec des projets personnels. Après avoir terminé la licence, c'est-à-dire pour le PFE ou pour le projet de PFE qui éventuellement pourrait devenir le projet d'avenir? Le PFE peut devenir, mais ça peut être aussi une idée différente, c'est-à-dire que l'étudiant peut avoir d'autres affinités, d'autres idées de projets qu'il peut monter, et la BTS peut financer, il y a des structures qui peuvent l'aider à monter son business plan. D'accord. Alors la Tunisie a été la première dans le monde arabe et dans le monde, sur le continent africain, non pas avec ses universités, là nous sommes très très loin, monsieur le ministre, mais pour le projet Horizon 2020 ou Horizon 2020. Qu'est-ce que ce projet va apporter à la Tunisie? Oui, alors ça c'est très important et je crois que vous avez mentionné qu'on n'est pas peut-être parmi les meilleurs sur les universités africaines et arabes, mais une reconnaissance du programme H2020 nous place très très haut parmi ces universités. Alors, c'est quoi ce programme H2020? En fait, vous savez, au niveau européen, les programmes de recherche sont des programmes cadres qui sont organisés sur des périodes de 3 ou 4 ans. La Tunisie a commencé à bénéficier du support de ces financements européens depuis le programme cadre 5, ensuite le 6e, ensuite le 7e. Le H2020, c'est le 8e programme cadre dans la recherche. Alors, ces programmes cadres, en fait, ils ont 3 volets. Un programme qui s'appelle l'initiative au programme d'excellence, un deuxième programme qui s'appelle les défis sociétaux, et un troisième programme qui touche à l'innovation au niveau des entreprises. Nous autres Tunisiens, on a pu participer pendant les programmes PCRD 5, 6 et 7 uniquement au programme défis sociétaux en tant que pays invité. C'est-à-dire, il y a une thématique importante, il y a des laboratoires européens qui participent en consortium et qui invitent certains pays, dont la Tunisie, à participer à ces programmes de recherche. Nous avons participé, par exemple, sur le 7e PCRD, à 117 projets exactement, et nous avons pu bénéficier d'un financement de 15 millions d'euros là-dessus. D'accord. Alors, la participation tunisienne a été considérée comme une participation exemplaire en termes de management de ces projets et de résultats atteints. Et les performances de la Tunisie dans le domaine de la recherche ont été considérées aussi des performances d'un très bon niveau, dans la mesure où nous sommes classés 3e en Afrique et 3e dans les pays arabes en termes de nombre de publications. D'accord. Maintenant, si on rapporte ce nombre de publications au nombre de chercheurs,
où on rapporte le nombre de publications à la population, nous sommes les premiers au niveau africain et nous sommes les premiers au niveau arabe. D'accord. Évidemment, nous avons négocié avec l'Union européenne pour que notre statut au niveau du programme H2020 soit un statut privilégié. Nous avons eu justement ce statut de partenaire associé. C'est un statut qui a été donné pour la première fois à un pays arabe et un pays africain. Et donc, nous y sommes. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la possibilité de participer non seulement aux défis sociétaux comme invité auparavant, mais plutôt aux 3 programmes, c'est-à-dire programme d'excellence, défis sociétaux et programme destiné aux entreprises. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Tunisie peut aujourd'hui elle-même inviter d'autres pays à participer sur des thématiques que la Tunisie choisit. Et ça, c'est très important. Parce que nous allons pouvoir financer des thématiques de recherche qui sont les nôtres, qui concernent la Tunisie, avec des financements européens. D'accord. Alors que dans le temps, on ne définissait pas le projet, on n'était que des invités. D'accord. La dernière question, Monsieur le Ministre, si vous permettez, parce que le temps nous devance et nous presse. La question je reviens à la question des contractuels, une question que beaucoup de monde donc m'a posée. Quand est-ce que les enseignants les contractuels, donc les enseignants contractuels pour l'année universitaire 2015-2016 seront payés? Ils ne sont pas en train d'être payés actuellement. Non, leurs contrats sont en cours et ça c'est une procédure classique. Vous savez, les contrats prennent du temps entre le moment où on signe les contrats, on les fait valider, ça retourne par différentes instances et puis les universités vont les payer incessamment. Donc il est connu que chaque contrat qui commence ou chaque salarié qui commence son travail à la fonction